Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Thomas Guénolé qui dit les termes face à des pro-génocidaires. Si Israël a l'intention de commettre un génocide, pourquoi il y a toujours 2,1 millions de Gazaouis dans la bande de Gaza? Juste cette réponse, juste cette question. L'intention, du point de vue du droit, puisque le génocide est une qualification pénale en droit international, l'intention de génocider est définie par les proportions prises par les morts civiles. Quand vous en êtes à au moins 58 000 morts civiles, chiffre de l'ONU, je m'empresse de le préciser, pardon, 58 000 morts au total, minimum, dont 70% de morts civiles, c'est un élément suffisant pour considérer qu'il y a une intention. Gaza, c'est un territoire souverain de la Palestine. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice des Nations Unies dans son avis de 2024. Ça veut donc dire que tous les soldats israéliens doivent partir. Et c'est valable pour Gaza, c'est valable aussi pour Jérusalem-Est, et c'est valable pour la Cisjordanie. L'humoriste Bounaïmin a été retrouvé mort ce jeudi matin au pied d'un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris. Il aurait fait une chute mortelle de 8 étages selon le Parisien. Il avait 43 ans. Encore un suicide ? François Asselineau qui tweet « Un artiste se tue en tombant du 8e étage. J'adresse mes vives condoléances aux proches du comédien français Bounaïmin qui était un des rares à dénoncer notre pseudo-démocratie et la construction européenne. Il faut élucider les raisons de cette mort étrange survenue à Paris. L'humoriste Bounaïmin est décédé aujourd'hui après une chute de 8 étages. Une vision acerbe sur la démocratie française qui dénonçait les politiques comme ici sur le référendum de 2005. Oui, bonjour. En fait, à chaque fois, vous parlez de changer tous ensemble, etc. et tout. Et moi, j'ai l'impression que les politiciens, vous tous, vous en battez les couilles, en fait. Quoi? Non, mais j'en ai pas de couilles. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que moi, je m'appelle Bounaïmin. Comme vous le voyez, je suis d'origine bordelaise. Et il y a plein de gens qui viennent me voir et me disant mais t'es chinois, tu peux pas parler de la démocratie en France comme ça. Et je suis pas chinois, je suis d'origine chinoise. Je suis français, j'ai le droit de vote. Et aujourd'hui, la démocratie, moi, l'étymologie de la démocratie, c'est pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, en fait. Moi, je suis un citoyen français. Tout le monde me dit, mais en Chine, vous n'avez pas le droit de vote. En France, on est mort pour avoir le droit de vote. Mais en Chine, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont 1,4 milliard. Le temps de compter toutes les voix, il y a un nouveau président, vraiment. Et puis ils ont légalisé le deuxième enfant il y a 3 mois, là. Ils doivent être 4-5 milliards aujourd'hui. C'est juste que ils savent qu'ils sont dans une dictature. Dans une dictature, c'est ferme ta gueule. Et aujourd'hui, dans la démocratie française, en fait, j'ai l'impression que c'est parle toujours mon huc est malade. Parle à mon cul, il y a un écho de ouf. Non, mais moi, je vous dis ça parce que on parle de l'Europe. Il y a 10 ans, moi, la dernière fois que je suis allé voter, c'était en 2005. C'était un référendum, là. On nous a tous demandé oui ou non. C'était une question simple. Oui ou non, on change la Constitution. Moi, je me suis levé un dimanche, je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non, et on est allé quand même. J'ai l'impression, en fait, que ce non-là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rue qui doit parler, et ça me saoule, en fait. Alerte info, Frédéric Chevalier, procureur de Chartres, a révélé les résultats de l'autopsie d'Olivier Marleix en début d'après-midi. Les constatations médico-légales du corps de Marleix permettent de conclure à une mort par asphyxie compatible avec une autolyse synonyme de suicide. Cependant, Frédéric Chevalier détaille, il y a aussi des analyses toxicologiques qui sont en cours et des témoins sont encore entendus. L'analyse du téléphone et de l'ordinateur d'Olivier Marleix fait partie également des outils à la disposition des enquêteurs. Dieudonné officiel qui réagit à l'affaire Olivier Marleix. Il était le député de ma circonscription et nous nous croisons au supermarché. Il n'avait visiblement pas l'air suicidaire. La rumeur locale raconte sa mort à l'affaire Alstom. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Les temps sont durs, il y a des tensions énormes. Et alors s'ajoute, après les canicules, après les incendies, donc le décès donc du député Olivier Marleix. Alors vous dites, Dieudonné, qu'est-ce que t'as peu de foot que... il se trouve que c'était mon voisin, moi, puisque j'habite à Net, dans une petite commune limitrophe, on va dire, et que nous nous croisions régulièrement avec ce député Olivier Marleix. Et donc, il y a la rumeur gonfle, évidemment, elle enfle. Aujourd'hui, tout le monde parle que de ça à Annette. Et il est décédé dans des circonstances donc étonnantes. Il se serait pendu à son domicile. C'est très brutal et ça donne lieu à tout un tas de spéculations et de rumeurs, toutes plus folles les unes que les autres. Alors,
moi, encore une fois, c'est une personne que je trouvais assez sympathique. Hein. Il avait l'air d'être particulièrement apprécié des gens dans la région. Et il n'avait pas de comportement suicidaire. En tout cas, personne ne l'a remarqué. D'ailleurs, il n'a laissé aucun mot à ses enfants. Il n'avait pas. C'était extrêmement bizarre ce départ. Hein. Il avait des rendez-vous et les gens l'attendaient. Donc, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait des problèmes? Non, apparemment, il avait une nouvelle compagne, il avait 2 enfants. Personne ne comprend. Un combat politique aussi qui avait quelques zones donc délicates. Hein. C'est au moment de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Eh bien, il avait saisi la justice via l'article 40 du Code de procédure pénale, estimant qu'il y avait potentiellement des abus de biens sociaux ou de corruption d'agents publics. C'est des accusations assez graves parce qu'elles parlent de milliards. Donc cette dynamique qu'il a donc inspirée a donné lieu à des auditions qui avaient donc mis en cause Patrick Cron, donc l'ex-PDG d'Alstom, et puis des hauts fonctionnaires, dont l'un d'entre eux, Emmanuel Macron, qui à l'époque était donc ministre de l'économie, on est en 2014. Alors, certains prétendent qu'il aurait pu être gênant sur ce dossier, puisqu'il possédait apparemment à son domicile des éléments sensibles. On n'a pas parlé, j'ai rien à voir là-dedans. Encore une fois, je raconte ce que les gens racontent un peu partout. Il n'y a évidemment aucune preuve, et il n'y en aura certainement jamais aucun élément, évidemment, qui permette de relier ce geste prétendument désespéré à l'affaire Alstom. Mais enfin, bon, c'est vrai que l'enquête est en cours, donc ils ont saisi son ordinateur, son portable, pour voir s'il y a des éléments. Enfin, il y a rien de drôle, hein, mais bon, moi je suis humoriste, hein. Donc il faut continuer à m'associer, il faut continuer à voir un peu les choses. Mais enfin bon, c'est très, en tout cas dans la région, j'ai remarqué en discutant avec les gens, personne n'y croit. Les gens disent, c'est pas possible. On l'a vu encore hier, il discutait avec lui, il avait rendez-vous avec des gens, voilà. Voilà. Bon, moi, je vais continuer à faire rire les gens. Je serai en spectacle, je pars c'est 3 Besançon, Lausanne. Donc, je peux pas faire mieux. Alors, je n'ai absolument pas du tout de tendance suicidaire, hein, je tiens à le préciser. Mais bon, en ce moment, il y a une tension extrême. Hein. Attention. L'avocat Maxime Tessier, qui avait défendu le chirurgien Joël Le Scournec, est mort. Tout laisse à penser à un suicide. Ça commence à faire beaucoup de suicides. PS, je ne suis pas suicidaire. Mes pneus sont neufs, mes freins aussi. Je ne bois pas, je ne me drogue pas. Mon analyse de sang est nickel. La Corée du Nord annonce la peine de mort pour les sionistes et qualifie Israël d'entité illégale. L'Espagne annonce officiellement qu'elle poursuivra Netanyahou et les dirigeants israéliens devant ses tribunaux nationaux pour crimes de guerre. Kim Jong-un, je salue le peuple courageux du Yémen pour son soutien indéfectible à la Palestine et à sa résistance honorable contre l'oppression. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Trump ne représente pas le peuple américain, mais seulement les intérêts sionistes. Israël a signé un accord de coopération avec les États-Unis en matière d'IA. N'oubliez pas, ils viennent de signer une politique visant à consolider toutes les données de tous les Américains, et ces données seront désormais partagées avec Israël. Alerte, l'État délègue la surveillance du web au CRIF. Une opinion non validée par le CRIF, supprimée. Le gouvernement français confie la modération des contenus en ligne à une douzaine d'associations militantes, leur offrant un pouvoir inédit de signalement rapide via l'Arcom. Un pas de plus vers une surveillance idéologique du web au détriment de la liberté d'expression. François Bayrou a été aperçu en train de dormir au Sénat. Vous vous souvenez de cette embrouille entre Julien Audoul et Patrick Gluckman? La motivation, vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. C'est ça votre réponse? Vous fermez là. Vous fermez là. Vous fermez là. Qui, monsieur? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Eh bien, il y a eu la partie 2. Vous ne reconnaissez ni les juges ni les lois. Fustige l'avocat Patrick Gluckman face au député RN Julien Audoul. Tout le monde. L'acharnement aujourd'hui qui nous frappe n'est pas celui qui frappe. On va poursuivre. Parce qu'il y a un point fondamental.
Il y a une condamnation définitive, l'équipe de campagne. Si, quand vous êtes condamné par la justice rendue au nom du peuple français, après une procédure, vous avez pu vous défendre, et que vous appelez ça de l'acharnement, il y a un problème. Parce que là, ça voulait dire que vous ne reconnaissez ni les juges, ni la loi. Caroline Fourest qui tweet « Mais d'où parle vraiment Francesca Albanese ? La plupart des médias se contentent de la présenter par son étiquette, sans rappeler combien elle est controversée, ni comment marchent ses postes à l'ONU. » Rima Hassan qui lui répond « Mais d'où parle vraiment Caroline Fourest ? La plupart des médias se contentent de la présenter par son étiquette, sans rappeler combien elle est controversée, ni comment marchent ses accès aux médias et ses fonctions d'éditorialiste, pour servir un agenda politique pro-israélien. On aime vous donner les clés. Jamais nous n'oublierons qui est Fourest, soutien d'un État génocidaire négationniste, hiérarchise les êtres humains, soutien de pédos et dénigre des victimes, dézingue MeToo, Fourest le visage de la haine, du racisme et l'antiféminisme. Guerre Israël-Hamas, après les propos de Fourest sur les morts de Gaza, les députés LFI saisissent l'Arcom. Caroline Fourest a assuré sur BFM TV qu'il y a une différence d'intention entre les morts israéliens et palestiniens et que les deux ne sont pas comparables. Le système que vous servez est peut-être de votre côté, mais pas le peuple. Il va falloir arrêter de nous prendre pour des abrutis à un moment. Sanctions américaines contre la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé des sanctions contre Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Rubio a accusé Albanese de mener une campagne de guerre politique et économique contre les États-Unis et Israël. Selon Rubio, les actions d'Albanese, y compris ses efforts pour faire pression sur la Cour pénale internationale, la CPI, afin qu'elle engage des poursuites judiciaires contre des responsables américains et israéliens, étaient illégitimes et honteuses. Il a ajouté, la campagne de guerre politique et économique d'Albanese contre les États-Unis et Israël ne sera plus tolérée. Nous soutiendrons toujours nos partenaires dans leur droit à la légitime défense. Alerte info, des colons israéliens ont incendié le monastère Saint-Georges et le cimetière chrétien du village chrétien de Taïbé, en Cisjordanie, l'un des plus anciens sites chrétiens de Palestine. Les prêtres chrétiens de Taïbé en Cisjordanie ont publié aujourd'hui une déclaration appelant à une intervention internationale urgente pour protéger les chrétiens des attaques répétées des colons israéliens sur ces terres. Ces églises, son cimetière et ses lieux saints. Mélenchon qui réagit, les prêtres chrétiens en Cisjordanie demandent une protection urgente contre les agressions et destructions répétées par les colons israéliens sur leurs terres, leurs églises et leurs lieux saints. Un fanatisme anti-chrétien endémique des amis de Netanyahou se révèle, il doit cesser. Marc Botenga qui tweet « Bientôt un camp de concentration à Gaza, même cette nouvelle n'ébranle pas le soutien de l'Union européenne à Israël, inacceptable. Sanctionnons Israël de suite. » Israël veut concentrer au moins 600 000 Palestiniens dans un camp à Gaza. Ce serait comme rassembler 3 fois la population de Charleroi ou 3 fois la population de Liège dans un camp. L'objectif ultime, dans les mots des Israéliens eux-mêmes, ce serait l'expulsion, l'émigration, la déportation des Palestiniens de la bande de Gaza. Israël renoue ainsi ouvertement avec les pires passages de l'histoire du colonialisme européen, parce que, rappelons-le nous, bien avant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne coloniale avait déjà créé des camps de concentration à Cuba, avec des dizaines de milliers de morts de faim, de maladies. Le Royaume-Uni en avait construit en Afrique du Sud, l'Allemagne lors de son génocide en Namibie, et la France évidemment en Algérie. Aujourd'hui, que même ces plans d'un camp de concentration n'ébranlent pas votre soutien à l'État d'Israël est inacceptable. Vous restez partenaire d'Israël, sans sanction, vous avez même votre partenaire privilégié que certains d'entre vous continuent à défendre. C'est inacceptable. Aujourd'hui, sanctionnons Israël d'urgence. Voilà comment ils font, ces démons. Voilà comment ils s'y prennent, ces soldats du diable, pour révéler à leurs amis quel est le sexe de leur futur enfant, en faisant exploser des bâtiments palestiniens avec des explosifs de couleur, soit bleu pour un garçon, soit rose pour une fille. Et attendez, c'est pas tout. Parce que dans leur esprit de talmudiste, ils ont aussi disposé, j'en tremble tellement que je suis choqué, ils ont aussi disposé dans ces bâtiments des enfants, des bébés, des gosses palestiniens, pour servir de sacrifice. Et le pire, c'est qu'ils en rigolent. Voilà comment ils accueillent la venue d'un futur enfant, en faisant des crimes rituels sacrificiels talmudo-baalistes. Et nous, qui sommes insultés matin, midi, soir d'antisémitisme, nous pratiquons la baby shower, la bienveillance. Et surtout, on tue personne. Mais c'est nous, les promoteurs de quoi déjà? Ah, du terrorisme. Et après, on se fait arrêter, on prend des amendes pour avoir divulgué la vérité. Tout va bien. Et la communauté internationale ne dit toujours rien.
La délégation d'imams invités en Israël à l'initiative d'Elnet a été reçue à la Knesset et a entonné la Tikva. Ces gens ne représentent aucun musulman d'Europe. Chômage. Yann Godin, le défenseur des allocataires que France Travail veut faire taire. Pour avoir aidé des chômeurs à récupérer leurs droits, Yann Godin a été licencié par France Travail. Aujourd'hui, à la tête de sa structure d'aide aux allocataires, il est poursuivi par l'établissement public pour concurrence déloyale. Croyant qu'elle n'était pas filmée, Sabrina Agresti-Roubache fait la bise au député RN Thomas Ménager. Merci Sabrina Agresti-Roubache. Vous regardez Tout le monde veut savoir et tout de suite le débat du jour. Alors que le Rassemblement national est une nouvelle fois dans le viseur de la justice après la condamnation de Marine Le Pen en première instance dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires, de nouveaux soupçons du Parlement européen, le siège du RN a été perquisitionné ce matin dans le cadre... Le Conseil européen a reconnu publiquement la violation des droits humains à Gaza par Israël pour la première fois. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, lors d'une session tenue mercredi à Strasbourg, souligne qu'il n'était pas facile de prendre cette décision. Et on a appelé clairement, on a invité le Conseil à prendre suite au rapport où pour la première fois, on reconnaît publiquement qu'Israël a une violation des droits humains à Gaza. C'est pas facile d'arriver à une position d'ensemble au Conseil européen, sûrement pas. En écoutant les uns et les autres, je ne m'arrive pas à convaincre qu'il est possible de prendre une décision à l'unanimité ici au Parlement européen. Et la vérité, c'est que le Conseil européen, représentant les différents États membres, est aussi une entité plurielle. Mais quand même, on est arrivé à prendre des décisions à l'unanimité sur ce sujet. Alerte photo, l'image d'Israël s'effondre dans le monde. Dans plusieurs pays, 75% ou plus des personnes interrogées ont une opinion négative d'Israël. Australie, Grèce, Indonésie, Japon, Pays-Bas, Espagne, Suède, etc. En France, 60%. C'est historique et sans précédent aux États-Unis avec 53% d'opinion négative. L'opinion mondiale bascule. Il est temps que la pression citoyenne, boycott, mobilisation s'intensifie contre nos gouvernements et permette de traduire ce rejet en sanctions. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, serait mentionné dans les dossiers Epstein, ainsi que plusieurs autres personnalités du Moyen-Orient. Flash, alors que le gouvernement est à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies, les députés viennent de voter une augmentation de l'indemnité des élus locaux. Les députés ont également approuvé un article qui vise à octroyer un trimestre de retraite par mandat. Radar fini, un jeune a fait exploser un radar automatique à Marseille. Hey, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Il est là. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer ça. Là, ces trucs. J'ai même pas fini avec les... Tout ce qui peut concourir à un cessez-le-feu et donc épargner la vie des civils, quels que soient les civils, est une bonne chose. Pour moi, c'est très clair. Après, à quelles conditions on fait un cessez-le-feu, c'est ce qui est en train d'être discuté. Il faut bien distinguer le cessez-le-feu et le fait d'arriver à reprendre un processus de paix et le fait d'arriver à faire aboutir un processus de paix. Et donc, moi, c'est le point sur lequel je suis revenu déjà à plusieurs reprises sur votre antenne, et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir laissé à plusieurs reprises développer ce raisonnement, c'est que Gaza, c'est un territoire souverain de la Palestine. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice des Nations Unies dans son avis de 2024. Ça veut donc dire que tous les soldats israéliens doivent partir. Et c'est valable pour Gaza, c'est valable aussi pour Jérusalem-Est, et c'est valable pour la Cisjordanie. Donc, pour moi, un processus de paix qui ne repose pas sur le fait que les territoires souverains de la Palestine soient intégralement évacués par les soldats israéliens et par les colons israéliens, c'est un processus de paix qui ne peut pas fonctionner. Et vous savez que je m'inscris, moi, là-dessus, dans la continuité d'Isaac Rabin, je le cite à chaque fois, simplement parce que je suis un profond admirateur de ce qu'il a essayé d'accomplir. Si Israël a l'intention de commettre un génocide, pourquoi y a-t-il toujours 2,1 millions de Gazaouis dans la bande de Gaza? Vif échange entre Simon Mauss et Thomas Guénolé.
Franchement, j'ai envie quand même de revenir sur votre posture, Monsieur Guénolé, parce que vous êtes rompu à l'exercice rhétorique, vous êtes intelligent. Attendez, laissez-moi finir. Ça commence par un compliment, ça va mal se finir. En général, ça va mal se finir. Mais en gros, votre posture... Ça s'appelle captatio benevolente en rhétorique. Voilà, vous connaissez la rhétorique, et ce que vous avez fait juste avant, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire que vous vous mouillez pas, vous dites, attention, moi je suis pas spécialiste, hein, donc je vais citer 3 spécialistes. En plus, ils sont juifs, donc ça coche vraiment toutes les cases, et en plus des spécialistes de la Shoah et des génocides. Et sans donner aucun argument. Et alors, évidemment, et donc l'argument, la facilité de l'argument d'autorité, c'est que, en fait, attendez, laissez-moi finir. Je sais que la couper aussi c'est une bonne technique, mais je vais quand même finir ce que je dois dire, parce qu'au fond, c'est pas un hasard si vous citez des spécialistes juifs, vous savez très bien que des spécialistes, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, dans à peu près tous les domaines. Et si ces gens-là, on en parle, si ces spécialistes, on parle pas des dizaines et des centaines d'autres spécialistes, des historiens, qui ne considèrent pas que c'est un génocide. Mais alors, plutôt que, justement, et alors, vous citez des spécialistes que vous avez choisis. Donc moi, je ne me cache pas. Ah bah justement, c'est que vous n'avez pas d'argument sur le fond. Alors, je vais vous poser une question de fond, tout simplement. J'ai un argument sur le fond qui est de dire que les spécialistes du sujet disent que c'est un génocide. C'est pas un argument de fond, ça c'est un argument d'autorité. Donc maintenant, moi j'ai une question très simple sur le fond, Monsieur Guénolé. Non, attendez, je vais vous poser une question. Attendez, je vous ai écouté. Non, alors laissez-moi finir, vous m'avez pas écouté. Que c'est pas un génocide, des spécialistes du génocide vous disent que vos spécialistes, ceux que vous avez choisis, ceux que vous avez choisis, parce qu'il y a plein de spécialistes qui disent pas. C'est les spécialistes de l'université hébraïque de Jérusalem. Et alors Monsieur Guénolé. Et s'ils disent que le ciel est bleu, le ciel est rouge, alors laissez-moi juste vous poser une question sur le fond, parce que vous vous défilez. Monsieur Guénolé, laissez-moi vous poser une question sur le fond, très simple. Sur le fond, si Israël a l'intention de commettre un génocide, pourquoi il y a toujours 2,1 millions de Gazaouis dans la bande de Gaza? Juste cette réponse, juste cette question. Parce que vous ne comprenez pas la définition d'un génocide, monsieur. Non, l'intention, répondez à ma question. Pour que ce soit un génocide. Répondez, non, l'intention. L'intention en droit, je peux vous répondre, mais dans ce cas-là, laissez-moi parler. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ok, donc l'intention du point de vue du droit, puisque le génocide est une qualification pénale en droit international, l'intention de génocider est définie par les proportions prises par les morts civiles. Quand vous en êtes à au moins 58 000 morts civiles, chiffre de l'ONU, je m'empresse de le préciser, pardon, 58 000 morts au total, minimum, dont 70% de morts civiles, c'est un élément suffisant pour considérer qu'il y a une intention. Je vais vous le dire plus précisément, comme ça on peut en discuter. Si vous inventez. D'ailleurs, le chiffre, vous attendez, non, pas du tout. Les chiffres, vous-même vous le disiez la dernière fois, je vous ai écouté. Les chiffres ne sont pas, les nombres ne sont pas une preuve, ne ne déterminent pas la qualification de génocide. Vous êtes le premier à le dire. Vous ne connaissez pas la définition. Simon, vous n'écoutez pas. Vous ne connaissez pas la définition. Thomas Guénolé, on s'entend plus. Qui rend impossible de les. Attendez, je voudrais expliquer. C'est l'un des ratios les plus bas au monde. C'est l'un des ratios les plus bas au monde. On a un mort terroriste pour 1,5 morts civils. La Corse reconnaît l'État de Palestine. Rappelons-le, reconnu par 148 pays dans le monde. Bravo la Corse. Alors moi, au nom du Conseil exécutif avec lequel nous avons débattu, et pour les raisons que je viens d'exposer, nous donnons un avis favorable sur cette motion. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, je soumets au vote la motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, la motion est adoptée à l'unanimité. Merci à tous. Donnez-moi votre ressenti en commentaire sur toutes les actualités qu'on a vues.